Bonjour à tous, un bonjour collectif après les bonjours individuels. Comme vous êtes tous vaccinés, etc., n'hésitez pas si vous le souhaitez enlever les masques, vous pouvez aussi les garder. Enfin, c'est un espace de liberté ici, comme c'est écrit derrière moi, sur cette liberté écrite en rouge sur fond bleu. Très heureux de nous retrouver ici pour évoquer la campagne présidentielle et les libertés locales. Et j'ai bien sûr l'immense privilège de saluer à mes côtés Madame la Présidente de Région de France, Carole Delga, et Monsieur le Président de l'Assemblée des départements de France, François Sauvadet, et également le Premier Vice-président de l'AMF, André Léniel. Je salue toutes les directions, les directeurs de nos établissements, de nos institutions, qui préparent cette journée du 15 mars avec beaucoup de soin, journée qui vous sera présentée par nos partenaires tout à l'heure, par Christopher Bardelli et Bertrand Delay et Jean-Philippe Bell, voilà, donc, qui sont nos partenaires médias, organisationnels aussi, pour cette journée qui se déroulera à Montrouge. Il y a 5 ans, nous retrouvions organisé par l'AMF avant la concession de Territoires Unis à la Maison de la Radio. Et cette année, nous serons dans une salle municipale, c'est un symbole à Montrouge. Évidemment, cette opération se organise dans un contexte dramatique, le contexte géopolitique actuel de guerre en Ukraine, et qui, une fois de plus, nous mobilise localement, vous le savez, d'une part pour organiser toute l'aide humanitaire qui arrive via la Roumanie et la Pologne dans la partie occidentale de l'Ukraine ou dans les centres d'accueil de réfugiés en Pologne. Et les premiers chargements sont arrivés depuis dimanche de certaines de nos communes, avec une mobilisation et comme toujours un partenariat immédiat, logistique, entre les régions, les départements et les communes. Et cette crise, cette guerre, nous mobilise sur le plan humanitaire, in situ, par l'aide aux Ukrainiens, mais aussi dans nos communes, pour l'hébergement des réfugiés. Les premiers réfugiés arrivent. Moi, dans ma commune, on a accueilli une première famille hier soir, une deuxième aujourd'hui, et on a mis en place. Il est vrai qu'il y a une diaspora ukrainienne et russe d'ailleurs assez importante à Cannes et sur le littoral azuréen, mais on a déjà mis en place toutes les dispositions d'accueil de familles dans des familles d'accueil, ce qui me paraît essentiel aussi pour que l'acceptation sociale soit maximale et ne se fasse pas au détriment de personnes en attente de logements sociaux. Donc c'est toujours très très sensible, mais l'accueil est particulièrement bon et par les populations locales qui sont solidaires des victimes de guerre, parce que c'est bien le cas. Et chaque commune, c'est pas toutes les communes de la même façon sont mobilisées, mais Soudain en a montré l'exemple aussi. Et je salue ce qu'a fait André Léniel en la matière. Donc ce contexte de guerre, de crise, nous ramène finalement à ce qu'est la politique. La politique, c'est la protection du groupe, c'est la protection de la communauté. C'est pour ça que ça a été inventé depuis qu'on sait que l'homme est un loup pour l'homme. C'est pas abstrait, c'est pas de la philosophie facile. C'est une réalité, c'est protéger un groupe et projeter un groupe. Et à ce titre, notre volonté de président d'associations qui représentent les collectivités territoriales est d'essayer de participer, de contribuer à ce que l'élection présidentielle et les élections législatives qui suivront, mais l'élection présidentielle, soit le grand rendez-vous démocratique dont le pays a besoin. La situation en Ukraine, la France n'est pas en guerre, hein, je le rappelle au passage. On a vu hier certaines déclarations, mais personne n'a déclaré la guerre à la France et la France n'a pas déclaré la guerre. Donc la France n'est pas en guerre, mais on a un contexte de guerre en Europe, très sensible, très tendu, chacun est extrêmement préoccupé. Et ce qui remet la géopolitique au cœur de nos préoccupations. Mais ce contexte-là, après les années Covid, d'anesthésie de la démocratie, et qui finalement amplifie la crise civique que nous affrontons, exige un devoir de débat. Ce n'est pas la gestion de la crise ou la politique, ou le débat.
C'est au contraire. C'est parce qu'il y a des crises qu'on a besoin de débattre, qu'on a besoin de recréer de l'attention civique et de l'intensité civique pour choisir en connaissance de cause du gouvernement du pays pour les 5 prochaines années. C'est pas rien. Donc nous, notre position ici est de dire, nous faisons... L'AMF à l'époque était seule, aujourd'hui c'est avec Territoires Unis, on en est très fiers et très heureux, et je veux vraiment remercier Carole et François à nouveau, mais de dire, voilà, nous sommes aussi un catalyseur de débat, dans le respect de tous les candidats, dans la logique transpartisane qui est la nôtre, et que nous respectons toujours scrupuleusement, pour nous faire instrumentaliser par personne, y compris par les partis politiques auxquels nous pouvons appartenir. Que les choses soient aussi très claires. Donc, ce besoin de débat, il est évident, manifeste, et j'évoquais l'accueil des réfugiés, j'évoquais l'aide humanitaire, l'opération qu'on a montée, par exemple, avec la Fédération nationale de la protection civile, et je salue Muriel Fabre, secrétaire générale de l'AMF, qui est ici présente, et donc témoigne de la pertinence de l'action locale. L'action locale est toujours le premier maillon d'une performance publique, d'une chaîne de performance publique. On n'est pas le dernier maillon. Et notre volonté, à travers ce débat, est d'obtenir des clarifications sur les intentions des candidats en matière de services publics en général, d'organisation des pouvoirs publics et de services publics locaux. Parce que nous affirmons que nos collectivités territoriales sont porteuses de performance et de sens, comme nous l'avons démontré pendant la crise Covid. Sans les régions, les départements et les communes, quelle aurait été la gestion, la distribution des masques, le soutien au personnel soignant, l'organisation des vaccinodromes? Nous avons relevé tous ces défis. Nous ne sommes pas des supplétifs, nous sommes proactifs. Et donc, l'enjeu pour nous, et j'arrêterai là ce propos introductif, sera de permettre, par un temps d'expression aux candidats, de dire comment ils voient l'organisation des pouvoirs publics, et pour nous aussi de dire comment nous avons défini une position commune, qui est une sorte de chapeau aux différentes positions que chacune des institutions, ensuite des associations, défendra, pour dire comment nous voyons les libertés locales. Parce que nous savons que face aux prochains défis colossaux, des défis mondiaux, géopolitiques, écologiques, démocratiques, comment montrer que la démocratie, c'est mieux que la démocrature ou la dictature, c'est plus efficace, et c'est plus respectueux des libertés individuelles, par définition, c'est une tautologie. Donc défis écologiques, défis géopolitiques, défis démocratiques, défis civiques. Comment dans ces défis-là mondiaux, eh bien, avec les défis locaux qui vont s'ajouter, enfin nationaux, le retour de manivelle du quoi qu'il en coûte. Quelle sera la sortie budgétaire du quoi qu'il en coûte dans quelques mois, lorsque les taux d'intérêt vont augmenter, qui sera la prochaine étape de la spirale inflationniste dans laquelle on est. Quelles vont être Donc nous voulons des garanties, un pacte, poser la question du financement, de la fiscalité, de la liberté, donc de la responsabilité locale. C'est tout cela que nous voulons initier à travers ce grand rendez-vous du 15 mars à Montrouge. Et si nous nous retrouvons aujourd'hui en ce 2 mars, cette date, elle n'est pas anodine. C'est aujourd'hui la date anniversaire au jour près, 2 mars, des 40 ans des premières lois de faire de décentralisation. Ça fait plaisir, ça. Et qui ont été le grand mouvement le grand mouvement de création de liberté locale et d'efficacité locale. Et il est vrai que depuis, il y a eu des ajustements, des choses positives, des choses moins, mais on est régulièrement face à des facteurs de recentralisation, et nous porterons la voix des libertés locales au nom de l'efficacité et de la cohérence sociale. Voilà ce que je voulais vous dire en propos introductifs, et on va entrer plus dans le détail de la journée, et j'ai l'immense privilège de passer la parole à Carole Delga. Donc bonjour à toutes et à tous. Tout d'abord, merci David, merci de nous accueillir ici à l'AMF. Merci également pour avoir initié
cette première que nous allons mener le 15 mars avec François Sauvadet, avec donc l'ADF, Région de France et AMF, une audition des candidats à la présidence de la République pour porter leur projet pour cette République décentralisée, cette République de la confiance qui est absolument indispensable. Nous sommes dans un contexte très particulier et en quelques années, nous avons vécu beaucoup de bouleversements pour notre République, pour également notre planète, puisque nous avons un réchauffement climatique qui est très menaçant et où nos populations se sentent également menacées. Nous avons connu dans notre pays, la France, une crise sociale avec le mouvement des Gilets jaunes, une pandémie mondiale avec le Covid et aujourd'hui, de nouveau, malheureusement, sur le sol européen, nous connaissons la guerre et nous voyons bien qu'au niveau de nos concitoyens, cette guerre, elle a une proximité, pas que géographique, elle a une proximité beaucoup plus forte que d'autres conflits dans le monde, je dis malheureusement, parce que parfois la distance, l'hétérogénéité des conflits ne permettent pas à la population française de parfois complètement appréhender ce que c'est que la guerre, ce que c'est que la détresse, ce que c'est que la misère qui pousse bien sûr aux migrations. Et c'est sur ce terreau populiste que se développent les idées d'extrême droite, alors qu'on sait très bien que les migrations sont liées au réchauffement climatique et donc à la misère ou au conflit dans le monde. Nous avons donc un contexte très particulier avec une accumulation de crises et avec une acuité toute particulière donc, sur la semaine dernière de l'invasion par la Russie de l'Ukraine et donc de la négation des peuples à disposer d'eux-mêmes. Et nous sommes là aussi tous élus locaux, mobilisés. Bien sûr, David l'a rappelé, ce sont les maires qui sont les premiers en place. Et la conseillère municipale que je suis toujours, voilà, c'est très bien comment cela se passe. On a à la mairie voilà, des personnes qui, dès jeudi, sont venues en indiquant mais comment je peux faire pour aider, parce que la fraternité en France n'est pas juste un des trois piliers de notre devise républicaine, c'est également l'élan du cœur, c'est l'élan de la République, la fraternité. Et nous avons souhaité, et bien sûr François va le développer, collectivités départementales, collectivités régionales, être en appui, bien entendu, des communes, mais aussi mener des actions dans les missions qui sont les nôtres. C'est pour ça que lundi soir, l'ensemble des présidents de région se sont réunis. Nous avons décidé tout d'abord d'apporter un soutien aux initiatives communales, aux initiatives associatives qui seraient menées dans nos territoires, qu'il y aurait également des dispositifs donc, de convois humanitaires. Pour l'Occitanie, on a décidé d'organiser région et département, puisque hier matin, j'ai réuni juste avant le début du Salon d'agriculture, donc assez tôt, l'ensemble des 13 présidents de département de la région Occitanie pour qu'ensemble, nous puissions coordonner, bien sûr, eux, à l'échelle départementale, la question de la collecte des dons, et puis nous, après, à l'échelle régionale, pour qu'on puisse avoir un convoi humanitaire qui parte voilà, en fonction du calendrier fixé, bien sûr, par le MAE, pour aider les populations. Et aussi faire en sorte qu'il y ait l'accueil des réfugiés. Et d'ailleurs, l'ensemble des présidents de région ont décidé qu'il y aura un versement, chaque région de France, pour le fonds qui va être créé par le MAE pour pouvoir, là aussi, soutenir les populations ukrainiennes sur place. Et autre décision, dans le cadre des missions qui sont les nôtres, missions économiques, donc nous avons demandé au Premier ministre de pouvoir être associé sur le travail pour les filières économiques françaises qui vont être touchées par cette guerre, et en particulier la filière agricole. Nous sommes en plein salon
de l'agriculture. Et donc, il y aura une première réunion vendredi entre l'ensemble des collectivités locales sur l'ensemble des actions que nous voulons mener avec le gouvernement, et plus particulièrement sur l'aspect économique. Et également, l'ensemble des présidentes et des présidents de région ont décidé la gratuité des transports collectifs et donc des TER pour les populations réfugiées ou pour les familles d'origine ukrainienne qui vivent en France et qui auront besoin de se déplacer pour pouvoir les aider dans leur démarche administrative. Et c'est important, en effet, dans cette journée des 40 ans des lois de décentralisation, de pouvoir rappeler que la décentralisation n'est plus que jamais d'actualité. Parce que je parlais de ces crises sociales, crise sanitaire, crise écologique, crise démocratique aujourd'hui. Eh bien, la décentralisation, c'est la bonne réponse. Parce que qu'est-ce que nous reprochent nos concitoyens? Nos concitoyens, ils nous reprochent ce qu'on entend sur le terrain, c'est la politique, ça ne sert plus à rien. C'est qu'on n'a pas le pouvoir de transformer les choses. Et quand un peuple ne croit plus dans la capacité de la politique de transformer les choses, d'amener un progrès, et bien à ce moment-là, il y a une désespérance qui se traduit au mieux par l'abstention, au pire par le développement des idées populistes. Et nous sommes toutes et tous profondément attachés à la République. Nous n'avons jamais eu, et les uns et les autres, la moindre faiblesse, la moindre accoutumance aux idées extrêmes. Nous avons des diversités politiques, mais nous sommes unis. Nous sommes unis pour la République et nous sommes unis pour la République des territoires. Certains qui se demandaient si Territoire Uni, c'était juste une initiative dans une démarche d'opposition au gouvernement. Non, c'est une démarche constructive pour la République. Parce que face à ce sentiment de nos concitoyens qu'on ne peut pas transformer les choses, qu'on n'est pas en capacité d'amener des réponses, eh bien nous disons que la décentralisation, l'action communale, départementale, régionale, elle permet justement d'amener des réponses rapides et adaptées. Et les uns et les autres, on pourrait multiplier les exemples de process administratifs d'une longueur incroyable et d'une déconnexion totale avec la réalité du terrain. Nous sommes à portée de regard, à portée d'engueulade aussi, et nous connaissons la réalité de vie de nos concitoyens. Et nous avons en effet le besoin d'avoir des réponses qui soient plus rapides et adaptées. Et c'est ce que nous proposons à travers la tribune que nous avons signée tous les trois ensemble, c'est qu'il y ait une nouvelle ère de la décentralisation, parce que nous avons une maturité politique qui nous permet d'avoir une différenciation territoriale, dans le cadre bien sûr républicain, et d'avoir des réponses qui sont beaucoup plus rapides. C'est absolument indispensable. Nous démontrons aussi que nous avons une cohérence, une constance, ce qui dans cette période devient assez rare. C'est une cohérence, une constante, c'est-à-dire que c'est en 2018 qu'a été créé Territoire Uni, par des présidents qui nous ont précédés, mais nous continuons sur cela parce que nous sommes convaincus, ce n'est pas une posture, ce n'est pas un pas de deux ou un jeu politicien. Nous sommes convaincus que notre République, elle sera régénérée par les territoires. Nous sommes pour la République une et indivisible, bien entendu, mais nous savons que nous devons être dans un modèle qui est ascendant et qui ne peut plus être descendant. Et c'est ce que nous avons mis dans notre tribune sur la question de la subsidiarité ascendante. C'est-à-dire, commençons à voir comment les collectivités locales peuvent amener des réponses et l'État doit intervenir sur les grands principes régaliens. Il faut arrêter à ce que l'État s'occupe de sujets qui sont du quotidien. Il n'en a même plus les moyens en termes de ressources humaines. Il n'en a plus les moyens et ça ne fait que créer des dysfonctionnements et des couches supplémentaires qui sont complètement incohérentes et inefficaces. Donc nous devons vraiment pouvoir développer cette décentralisation en ayant toujours
à cœur de mieux servir la population, parce que quand le citoyen se sent reconnu, nous avons à ce moment-là une cohésion républicaine qui est plus forte, mais également une dynamique économique. Voilà. Et ce n'est pas insultant d'associer la citoyenneté à la question de la dynamique économique, de la création de richesses. Chacun sait ici nos opinions politiques avec André, mais avec André Léniel, mais nous sommes de cette gauche qui croit en l'entreprise. Parce que pour que la richesse soit partagée, il faut qu'elle soit créée. Et la richesse, le travail, ça permet de donner de la dignité. Et c'est tout à fait complémentaire de la citoyenneté. Mais donc là, nous avons une vraie urgence à agir. Nous ne pouvons pas continuer à ne pas entendre ce que nous disent nos concitoyens sur le sentiment qu'ils ne sont pas pris en considération dans leur diversité et dans l'unité républicaine indispensable, et également sur la nécessité d'amener des solutions qui soient plus justes sur l'accès à l'éducation, mais aussi l'accès à l'emploi, qui est absolument indispensable. Et là, nous avons un défi. Je le rappelle, aujourd'hui, pour les entreprises, c'est la question du recrutement. Moi, des chefs d'entreprise, j'en vois plusieurs par semaine. Le premier problème aujourd'hui, ce n'est pas la question de l'imposition, c'est la question de la main-d'œuvre, c'est la question du recrutement, c'est la question des compétences. Et là aussi, c'est ensemble que nous pouvons agir sur ces questions, sur les questions de l'orientation, de la connaissance des métiers, sur la question des formations réparties sur l'ensemble des territoires qui sont adaptées au bassin de vie. La question du recrutement sur, par exemple, Sophia Antipolis, voilà, que je connais bien, eh bien, il est tout à fait différent de la question du recrutement sur les bassins, par exemple, dijonnais, ou sur les bassins aveyronnais, ou sur les bassins ariégeois. C'est ce que nous devons donc mettre en place, d'avoir une dynamique, une capacité à construire collectivement, parce que c'est ça, Territoires Unis, ce sont certes les trois grosses associations, mais avant tout, c'est de dire que sur le terrain, nous sommes, nous, collectivités locales, en capacité de mettre un PAC. Et le PAC, c'est le partenariat public-privé, c'est le partenariat entre collectivités, quand je dis partenariat public-privé, avec les organisations professionnelles, avec les consulaires, avec les associations. C'est ce que nous voulons mettre en place dans cette audition pour les candidats à la présidence de la République, qu'on puisse confronter avec eux quels sont les projets pour justement avoir cette République qui soit plus agile, cette République qui sache réunir, et cette République qui permette de construire un avenir de confiance et un avenir qui puisse être plus heureux et qui puisse inspirer les démocraties dans d'autres pays. J'ai un micro, ça y est. Merci d'abord à toi, David, de nous accueillir à l'AMF, la maison des maires de France. Et vraiment, on est très heureux d'être ensemble dans une période qui est particulièrement lourde. Vous l'avez dit vous-même, hein, et les départements qui sont au cœur des solidarités, évidemment, partagent la préoccupation qui a été exprimée à la fois par David et par Carole, c'est que d'abord soutenir et protéger les populations qui vont arriver et qui vont fuir cette guerre. Soutenir évidemment les associations humanitaires, et vous savez, je le répète, des départements qui sont au cœur des solidarités, on fait face chaque fois à des phénomènes d'accueil, de protection d'enfance, de protection de femmes, de protection de familles, et donc évidemment qu'on sera en première ligne. D'ailleurs, dès que cette guerre a été déclarée par la Russie, évidemment nous l'avons tous condamnée, et je crois que le chef de l'État le premier, et en même temps, on mesure bien la responsabilité qui est la nôtre derrière de soutenir les populations, parce que c'est ça l'enjeu. On s'est immédiatement consultés les uns les autres, hein, on s'est appelés, j'ai appelé Carole, David aussi, on a eu un contact, et c'est le premier devoir qui est le nôtre. On sera donc avec l'État dans cette affaire, hein. D'ailleurs, dès cette fin de semaine, nous avons demandé aussi à rencontrer à la fois le Quai d'Orsay, le ministre des Affaires étrangères. Il y aura un contact donc, de nos trois associations avec le gouvernement fin de semaine, vendredi. Le ministre de l'Intérieur lui-même aussi va réunir pour les problèmes de logistique, de transport. Le tout, c'est qu'on soit le plus efficace possible. Il y a un vrai élan de mobilisation, de générosité aussi des habitants, des Français, donc pour soutenir, parce qu'on se sent proche de ce qui se passe là-bas. Proche.
Donc évidemment que ça suscite un formidable élan et que cet élan, il doit être le plus efficace possible. Voilà. Et donc ce travail, nous sommes en train de le faire. Nous-mêmes, d'ailleurs, ADF, département de France, nous avons pris contact avec la Croix-Rouge, notamment qui est très présente, la Croix-Rouge internationale qui est très présente. Ce n'est pas la seule, mais on va continuer de travailler dans ce sens et de soutenir les populations et de les accueillir, évidemment aussi avec nos offices d'accueil, soit communaux, soit les offices départementaux que nous avons, pour garantir des bonnes conditions d'accueil à ceux qui fuient cette guerre terrible. Le débat, pour autant, malgré le contexte, qui est très lourd aussi au plan intérieur. On voit bien beaucoup d'interrogations face au changement, l'accélération, la sortie de crise Covid, qui a quand même provoqué des drames humains aussi, il faut le dire, notamment chez la jeunesse, qui a vécu cette période très difficilement, nos aînés isolés, des familles aussi qui ont fait face à des enjeux aussi, pourquoi pas le dire, de psychiatrie également, dont nous mesurons aujourd'hui les conséquences. On est donc dans une période très lourde. Pour autant, le débat doit avoir lieu. La démocratie, elle ne se nourrit pas simplement en se disant on assume nos responsabilités, on va les assumer parce qu'on est dans une situation de crise. C'est ce qu'on attend d'un gouvernement. Mais ce qu'on attend aussi dans cette période, c'est se choisir le destin du pays pour les 5 prochaines années. Et pourquoi le débat doit avoir lieu? Parce que moi, je pense au jour d'après, après l'élection. Quel mandat recevra celui qui sera désigné président de la République ou présidente de la République française? Quel mandat? Quelle légitimité pourra-t-il revendiquer à l'égard du peuple s'il n'y a pas ce débat? Je demande, moi, en tant que président des départements de France, à ce que tous les candidats se déclarent le plus vite possible pour que le débat ait lieu. Se déclarer candidat, ce n'est pas renoncer à sa responsabilité de chef de l'État. Il sera chef de l'État, celui qui est en poste aujourd'hui, le président Macron, le restera jusqu'au terme de son mandat. Mais il doit se déclarer candidat le plus vite possible. Parce qu'on ne peut pas rester dans cette posture sans débat, si je puis dire, en étant suspendu à la déclaration du chef de l'État. Il doit dire ce qu'il veut pour la France demain. La France demain, c'est le jour d'après. C'est 5 ans qui vont engager le destin d'un pays. Moi, je vous le dis tout net. J'ai accepté de prendre cette responsabilité de président des départements de France. Parce que j'ai une conviction profonde, c'est que si on ne change pas la façon même de gouverner ce pays, on ira droit dans le mur. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui dans notre pays? Quelque chose de simple. Comme l'a dit Carole et comme l'a dit David, les gens ne croient plus, les habitants ne croient plus en la capacité à faire changer les choses lorsqu'ils votent. Ils disent « ça ne changera rien ». Ça a impacté, alors la crise Covid a accéléré évidemment la situation, les atermoiements sur la date des élections, je n'y reviens pas. Ça a accéléré un mouvement, la crainte aussi d'aller contracter la Covid en allant voter, en côtoyant d'autres personnes, ça a joué. Mais on observe une tendance de fond, c'est que même les élections locales ne sont plus épargnées par cette sorte de désaffection et cette sorte de se dire « ben voilà, on n'a pas besoin d'aller voter, ça ne changera rien dans ma vie ». La démocratie risque d'être très malmenée par ce sentiment-là, parce qu'il ouvre la place à tous les populismes. C'est ça la question de fond qui nous est posée. Vous savez, j'ai été souvent perçu comme ringard, moi, dans ma vie politique. 24 ans de mandat de député. Parce que je disais que chaque commune compte. Il a fallu la première crise des Gilets jaunes pour qu'on redécouvre l'importance des maires, l'importance de cette puissance territoriale. La France, elle est diverse. Quand j'entendais l'autre jour encore le président de la République dire qu'il ne peut pas y avoir 102 politiques sociales. Si, dans leur application, parce que la Creuse n'est pas la Seine-Saint-Denis. Et la Côte d'Or n'est pas le Gers. Et que cette reconnaissance de la diversité, c'est une chance nouvelle qui doit être donnée à la France. C'est pour ça qu'on se bat pour les territoires. Je le redis ici, nous ne sommes pas un parti politique Territoires Unis. Vouloir faire de ces mouvements que nous avons créés ensemble, le réduire, ce mouvement, à une espèce de réaction des élus locaux face au pouvoir central, ce n'est pas ça qui est en jeu. C'est l'avenir du pays. Et comment on le conçoit. Et Territoires Unis n'est pas un parti politique. Nous ne sommes pas des opposants, nous sommes des bâtisseurs. Parce que chacun dans nos communes, chacun dans nos régions, chacun dans nos départements, nous bâtissons la France. Et l'idée selon laquelle on pourrait construire la France demain, avec tous les défis que tu as décrits, Carole,
changement climatique, l'aspiration à un changement de vie, l'aspiration à la qualité de vie. Croire qu'on va faire ça depuis Paris? Mais enfin, franchement, qui peut le penser sereinement? Qui peut le penser aujourd'hui, dans une France qui aspire à respirer? Voilà, moi je souhaite que ce temps démocratique soit un temps de respiration territoriale. Je ne demande pas tout. Alors, quand on nous renvoie ensuite, c'était le fameux contrat de Cahors, etc., quand on nous renvoie comme si nous étions des irresponsables dépensiers, mais enfin, quelle vision on a de la France? Quelle vision on a de la France demain? Vous croyez que sur la petite enfance à protéger, quand on a des problèmes psychiatriques aussi lourds à gérer, quand on a des problèmes de violence de jeunesse, on laisse les départements tout seuls et l'État vient nous donner des leçons, comme si les DAS dans le temps allaient régler le problème de la protection de l'enfance, comme si on allait régler le problème de la dépendance, vu de Paris, avec, on va le régler à Marigny-le-Caouet. C'est une petite commune, Marigny-le-Caouet, pour ceux qui n'auraient pas saisi ce que je veux dire. C'est une petite commune. Bon, on ne le réglera pas vu de Paris, on le réglera ensemble. Il faut que la solidarité nationale joue. On ne peut pas opposer les pouvoirs locaux et le pouvoir central. C'est une vision complètement du début du XXe siècle qui est déconnectée des réalités. Il faut laisser respirer les territoires. Il faut que l'État assume lui-même sa responsabilité, ne veuille pas tout faire, nous laisse agir. Vous savez, le congrès qu'on a fait, d'ailleurs, il n'y avait pas de journalistes au congrès, je regrette parce que ça n'intéresse plus personne, les pouvoirs locaux, on fait des conférences de presse, les grands médias nationaux, ils disent, voilà, c'est pas le débat. C'est le débat. C'est le débat. La vraie question qui nous est posée aujourd'hui avec cette élection présidentielle, comment agir mieux pour les Français? On a des débats entre nous. D'ailleurs, certains médias ont dit, ben oui, les régions et les départements, ils ne sont pas d'accord. On est d'accord sur l'essentiel. On est d'accord pour réfléchir ensemble comment on va agir mieux. C'est le sens de Territoires Unis. C'est le sens de la bataille qu'on mène. Voilà. Donc, je vous le dis, ce qu'on est en train de conduire là, ce n'est pas des batailles de boutique, comme on voudrait les résumer. C'est une bataille pour la France et pour faire en sorte que les Français se disent, quand on va aller voter pour des pouvoirs locaux, quand on va voter pour des pouvoirs départementaux, régionaux ou nationaux, on a une capacité à faire changer les choses. Et pour qu'ils perçoivent, il faut qu'il y ait un débat. Je demande au président de la République, solennellement, de se porter candidat le plus vite possible pour qu'il y ait débat. D'abord, il va bien être obligé de le faire, puisqu'on arrive à son terme. Bon. Mais je le dis quand même, il faut qu'il y ait ce débat démocratique. C'est parce que l'ambiance est lourde. C'est parce que l'ambiance est lourde qu'il faut un débat démocratique. Et c'est ma conclusion. Et c'est une bonne conclusion qui précède celle d'André Léniel. Je ne sais pas si quelqu'un pourra conclure aujourd'hui. Ce que je sais... Non, je l'avais bien compris comme ça, François. Je crois que notre rencontre d'aujourd'hui est très importante. Peut-être beaucoup plus importante que ce qu'on l'imaginait au moment où nous l'avons souhaité. D'abord, et ça a été dit par ceux qui m'ont précédé, parce que nous sommes dans un contexte géopolitique particulier. Et les trois interventions qui ont précédé ont démontré que l'ensemble des élus locaux de France, quel que soit le niveau de leur responsabilité, sont engagés aujourd'hui en soutien au peuple ukrainien. La deuxième indication de cette rencontre, c'est que Territoires Unis existe toujours, contrairement à ce que parfois nous lisions dans certaines presses. Et que Territoires Unis est plus uni que jamais. N'en déplaise là aussi à certains. Troisièmement, c'est vrai que, et cela a été rappelé par David, la date n'est pas un hasard. Nous sommes le 2 mars. Il y a 40 ans exactement, étaient votées les lois de décentralisation. Je suis probablement l'un des derniers rescapés de ceux qui ont voté cette loi, puisque j'étais à l'époque parlementaire, que j'ai été rapporteur pour avis de cette loi au nom de la Commission des finances de l'Assemblée nationale, et que c'était pour nous un grand moment. Oh, la décentralisation était moins soutenue unanimement qu'aujourd'hui, disons-le. Mais c'était un grand mouvement. Et je rappellerai simplement ce qu'en disait François Mitterrand à l'époque. Il disait qu'il a fallu la centralisation pour faire la France.
Et il ajoutait, c'était en 1981, mais il faut aujourd'hui la décentralisation pour qu'elle ne se défasse point. Malheureusement, nous sortons d'un quinquennat calamiteux en ce qui concerne la décentralisation. Cela a été avéré tout au long du quinquennat, et j'allais dire dès les premiers jours du quinquennat, puisque dès la première intervention du président de la République sur le sujet, il a commencé à expliquer que nous étions beaucoup trop nombreux, que nous étions dépensiers et qu'il fallait y remédier. C'était au Sénat. C'était mal parti. Cela a continué. A continué par l'étouffement de nos libertés fiscales. Aujourd'hui, les régions n'ont plus aucune, ou quasiment, enfin, tellement epsilon, de liberté fiscale. Les départements, plus du tout non plus. Et les communes ont vu régresser de plus de la moitié leur capacité à lever l'impôt. Mais le recul des libertés fiscales, c'est le recul des libertés locales tout court. Vous savez, c'est Camus qui disait supprimer le pain des travailleurs, que leur reste-t-il de liberté? Et l'on pourrait paraphraser en disant supprimer la liberté de voter l'impôt des collectivités territoriales, que leur reste-t-il de liberté? Aujourd'hui, l'autonomie fiscale et financière est un fantôme. Et de ce fait, la libre administration, pourtant inscrite dans la Constitution des collectivités locales, est une guenille. C'est cela qui s'est accompli ces 5 dernières années. Je pourrais longuement vous citer tous les exemples de recentralisation. La politique du logement, qui est l'un des échecs majeurs de ce quinquennat qui vient de s'écouler. C'est vrai de politiques essentielles à la vie de nos concitoyens, telles que l'eau et l'assainissement. Nous évoquions tout à l'heure un exemple avec François Sauvadet. C'est vrai de tout ce qui concerne l'urbanisme de notre pays, dont on a pour l'essentiel dépouillé les collectivités locales, et en particulier les communes, de pouvoir les mettre en œuvre. Et ça n'est pas un hasard si le mot qui est derrière nous, liberté, est employé. C'est parce que le sentiment commun à l'ensemble des niveaux de collectivité est que leurs libertés ont considérablement reculé. C'est bien un manifeste pour les libertés locales que nous portons tous ensemble. Et bien entendu, dans ce contexte, cela vient d'être dit avec beaucoup de force par François Sauvadet, il est indispensable qu'il y ait un vrai débat. Nous devons tous être solidaires de ce qui se passe en Ukraine, mais nous avons tous besoin aussi que la démocratie française puisse s'exprimer dans sa plénitude. Et c'est pourquoi nous souhaitons que tous les candidats, sans aucune exception, soient présents le 15 mars pour venir s'exprimer devant les collectivités territoriales de France. Qu'ils viennent dire quel est leur projet pour la France. Car on sait aujourd'hui d'expérience qu'il ne peut pas y avoir de projet pour la France sans les collectivités territoriales. Et continuer à considérer qu'elles sont des supplétifs, qu'elles sont là pour exercer ce que l'État demande, est un contresens démocratique, mais aussi un contresens historique. Et cela conduirait, si telle était la continuité, la France dans le mur. Crise des Gilets jaunes, comment aurait-elle tourné si les collectivités, en particulier les communes, ne s'étaient pas engagées? Non pas en faveur du pouvoir, mais en faveur de la République, pour que nous puissions continuer à dialoguer. Comment aurait prospéré, et le mot est triste, la crise sanitaire, s'il n'y avait pas eu la mobilisation des collectivités locales? Et ceux d'entre nous qui ont été les plus rapides, les plus prompts à s'engager, ont été pénalisés par l'État. C'est cela la réalité que nous venons de vivre ces 5 dernières années. Il faut que chacun en prenne conscience. Mais nos concitoyens, eux, en ont bien conscience sur le terrain. Ils ont conscience
qu'on nous rogne les ailes, qu'on nous empêche d'agir dans de nombreux cas, que les moyens nous sont comptés chichement, alors que leurs besoins, eux, surtout dans ces périodes de crise, sont malheureusement exponentiels. C'est donc à une rencontre fondamentale pour l'avenir de notre pays que sont conviés tous les candidats à l'élection présidentielle. Rien ne pourra se faire de durable. Rien ne pourra répondre aux exigences de nos concitoyens. Rien ne permettra une avancée démocratique et une nouvelle confiance dans la démocratie de notre pays si les collectivités continuent à être marginalisées et considérées comme de simples sous-traitants. Voilà très simplement le message que nous entendons porter tous ensemble au nom de nos 3 associations qui regroupent l'ensemble des collectivités territoriales de notre pays. Je crois que l'enjeu est suffisamment important pour qu'aucun candidat ne puisse se permettre de faire l'impasse de sa présence le 15 mars. Merci André. Donc la transition est toute trouvée. Nous retrouverons le 15 mars au Beffroi de Montrouge, donc facile d'accès en termes de logistique, métro, etc., dans une salle de 700 places de mémoire, avec des représentants de nos collectivités. S'agissant des communes, nous avons travaillé en relais avec les présidents des associations départementales qui enverront des représentants. Et chaque candidat exprimera pendant une dizaine de minutes sa vision des relations. Ensuite, répondra pendant 20 minutes à des questions de nos 3 entités. Bien sûr, tous les candidats seront parfaitement accueillis et on veillera à l'équilibre, au respect, à la neutralité des travaux, comme on avait su le faire d'ailleurs il y a 5 ans, sans problème. Et nous y tenons absolument. Chaque candidat est respectable et sera respecté. Et à ce titre, quelles que soient nos convictions, évidemment, vous l'avez compris. Et pour entrer dans le détail, je vais donner la parole à Christophe Ardelli, puisque nous avons nos partenaires, Public Sénat, LCP, en partenariat aussi avec France Info et Territoire TV. Voilà. Merci. Public Sénat est naturellement, vous le savez, la chaîne des territoires. Nous la voulons aussi la chaîne du débat apaisé et approfondi. Vous me direz, des débats sur les chaînes de télévision, il y en a partout, mais des débats approfondis, il y en a sans doute beaucoup moins. Et apaisé encore moins sans doute. Mais apaisé ne veut pas dire approfondi, ne veut pas dire mettre les enjeux sur la table et en discuter. Le propre du débat, c'est de permettre à nos concitoyens de comprendre, d'être informés, de réfléchir et derrière de décider ou d'agir. Et cher David, tu l'as dit, avec les libertés locales, quel grand débat nous avons là. Et vous l'avez dit, Madame la Présidente, Messieurs les Présidents, avec beaucoup de conviction, vous avez montré dans ces quelques minutes tous les enjeux. Et ils sont énormes. Or, une présidentielle, on le sait tous, surtout dans le système français, et je représente une chaîne parlementaire, on connaît la concentration du pouvoir. Une présidentielle, ce qui se dit durant la campagne, quand un président ou une présidente est élu derrière, c'est souvent ce qui se fait ou qui ne se fait pas, mais qui va occuper les 5 années à venir. Donc, l'importance du débat de fond sur tous les sujets essentiels pour notre pays, et celui-ci en est un essentiel, nous avons, nous, la conviction comme média Public Sénat, que c'est notre rôle essentiel de jouer cela. Et c'est bien la raison pour laquelle nous avons voulu, vu l'importance de l'événement, avec nos amis d'abord, Bertrand Delay, le président de LCP AN, à qui je vais donner tout de suite la parole. Tout de suite, quand j'ai proposé à Bertrand d'aller sur cette journée pour en rendre compte le plus largement possible, il m'a dit oui avec enthousiasme. Quand j'ai proposé au président au directeur général de France Info, mon ami Jean-Philippe Baye, qui n'est pas là ce matin et qui s'en excuse parce que pour le compte, l'actualité ukrainienne sur une chaîne d'info en continu de radio l'a bien retenu, il a tout de suite été partant aussi parce qu'ils sont convaincus de l'importance et de l'intérêt de ces enjeux pour nos concitoyens. Et enfin, nous avons le plaisir, et Gilles Camou ici les représente, nos partenaires sur Extralocal de Territoire Télé, qui sont un certain nombre de télés locales liées à des titres de presse quotidienne régionale, seront également et ont aussi été très enthousiastes pour participer à cet événement et lui donner la couverture la plus large.
ce que nous allons nous efforcer de faire le 15, au-delà de tous les médias qui seront présents et qui naturellement rendront compte, parce que, encore une fois, vous l'avez dit, ce sont des enjeux essentiels pour notre avenir. Et je donne tout de suite la parole à Bertrand. Merci Christopher, Madame la Présidente, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs. Alors effectivement, j'ai tout de suite dit oui à Christopher, bien que, effectivement, culturellement, historiquement, institutionnellement, le Sénat est d'abord la chaîne des territoires, mais pour une chaîne comme l'Assemblée, pour LCP, il me semblait aussi évident d'y être pour une autre raison. Je constate, comme président de la chaîne parlementaire, l'épuisement de la démocratie représentative et je considère que comme chaîne de télévision, nous avons au cœur de notre mission à essayer de remédier, d'être un outil pour restaurer le lien entre les citoyens et leurs représentants. Et de ce point de vue, il y a une dimension citoyenne forte à pouvoir voir des élus locaux de diverses institutions, c'est-à-dire régions, départements ou communes, interpeller les candidats à la présidentielle. C'est à la fois un exercice démocratique, mais c'est aussi un moyen de recréer du commun autour de nos représentants. Et de ce point de vue, dans ce moment de crise citoyenne, il me semblait indispensable qu'on puisse offrir à ce moment qui va exister, donc le 15 mars prochain, la plus grande visibilité. Et c'est pourquoi, avec Christopher, on s'est attelé à voir ce que j'appelle une intelligence du canal 13, c'est-à-dire à une répartition équitable entre nos deux maisons autour d'un même projet. L'intelligence du canal 13, ça pourrait faire un beau titre de roman policier ou d'espionnage, mais oui. David, on peut peut-être juste préciser que la journée sera donc présentée tout au long de la journée, donc antenne continue entre les deux chaînes. Donc on traitera vraiment de l'ouverture le matin par le président de l'AMF jusqu'à la clôture des débats. On traitera l'ensemble de la journée ensemble avec LCP. Territoire Télé le relayera sur ses chaînes locales. Et les deux présentateurs, co-animateurs de la journée seront Brigitte Boucher, qui représente LCP, et Thomas Hugues pour Public Sénat, mais l'un et l'autre, même s'ils sont originaires de l'une ou l'autre maison, feront un tandem, je pense, très efficace pour essayer là aussi d'apporter toute la pédagogie qu'il faut à cette journée. Merci Christopher. Donc journée qui commencera après l'accueil des élus et de la presse dans sa dimension publique officielle à 9h15 et se terminera quand il le faudra en fin d'après-midi. Voilà, enfin dans l'après-midi. Pas forcément, enfin on verra combien il y a de candidats. On regarde les parrainages maintenant. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Oui. Alors, oui, d'abord c'est l'occasion pour vous répondre de saluer le magnifique travail réalisé par l'équipe de l'AMF. Monsieur Verlac, je dis du bien de vous et de l'équipe. Et donc qui prépare avec beaucoup de soin cette journée. On a commencé à contacter les candidats au gré des parrainages et on a des accords de principe. Alors je ne vais pas dire la liste parce que je ne voudrais pas que ça nous porte malheur, mais on a les accords de principe des principaux candidats aujourd'hui en mesure de concourir. On a invité, dans l'hypothèse où il serait candidat, le président de la République, mais le suspense est à son comble, donc on verra s'il se présente ou pas. Et on attend les réponses de deux candidats que je peux citer, eux, qui sont Jean-Luc Mélenchon, qui n'était pas venu il y a 5 ans, et Nicolas Dupont-Aignan, mais à mon avis, je pense que Dupont-Aignan viendra, et j'espère Jean-Luc Mélenchon aussi. Je ne suis pas mélenchoniste, mais vous avez, la différence entre parrainage et soutien, je tiens à le rappeler. Maintenant que mon camarade Jean-Luc, je salue, non, je plaisante, c'est bien sûr du 4e degré. Voilà. Pardon ? Dupont-Aignan a confirmé, voilà. Donc vous en déduisez que les autres nous ont donné des accords de principe, voilà. Mais après, les choses peuvent encore changer. C'est au moment de la foire que l'on compte ce que vous savez. Voilà. Est-ce que ça répond à votre question ? Non, on avait eu... non, mais je parle sous votre contrôle, mais il y a 5 ans, on avait eu un refus de Jean-Luc Mélenchon disant qu'il... Et là, pour l'instant, on a eu une réponse d'attente, mais au moins courtoise, et qui n'était pas un refus de principe. Voilà. On verra si, à la fin, qui sera là. Nous, on sera là, en tout cas. Et
la démocratie représentative est peut-être épuisée, mais on est en forme olympique. Vous avez constaté la qualité des interventions de ceux qui m'entourent. Oui. Bonjour, Daniel Nochet, Valeurs Vertes. Vous avez déjà, comment dirais-je, sérié plusieurs thèmes. Vous avez tous ces thèmes de liberté locale, etc. Avez-vous, par exemple, le thème du climat, enfin, tous ces thèmes-là? Oui, bien sûr. Bien sûr. Alors, bien évidemment, la matrice qui nous réunit, c'est l'organisation des pouvoirs publics, mais ça, c'est pas très joli, c'est la liberté locale, parce que pour nous, cette proximité est gage de responsabilité, donc d'efficacité, tel que ça a été parfaitement dit. Et dans notre déclaration commune, on pose des principes qui ne sont pas que dans l'abstraction. Hein. On parle de nécessité d'avoir une traçabilité de l'impôt local par strate, et on rappelle que qui paye décide, en tout cas ça devrait être le cas, ça a été de moins en moins le cas malheureusement, et qui décide paye aussi, hein, dans les deux sens. On va loin d'ailleurs, hein. On parle d'un transfert de pouvoir réglementaire vers les collectivités territoriales pour l'application des textes, et ce qui sera le gage de la garantie de l'unité de la nation, que rappelait Carole tout à l'heure. La République est une et indivisible, mais l'unité, ce n'est pas l'uniformité. Et l'uniformité, comme l'égalitarisme, se fait au détriment de l'unité de l'égalité. Voilà. Et bien sûr, dans les questions, et qui vont être élaborées et qui seront faites aussi en lien avec les candidats, puisqu'il est question de bien les accueillir, hein, on y tient absolument, et on veut qu'ils soient dans un contexte de confiance aussi, et de respect réciproque. Les grandes problématiques que j'ai évoquées tout à l'heure, de défis écologiques, défis économiques, défis démographiques, défis démocratiques, et le social qui en découle, seront abordés, hein, de façon très précise. Bonjour, César Armand, La Tribune. Je n'ai pas 40 ans, comme la droite décentralisation. Quelle chance. Mais ça fait 32 ans que je suis ces sujets et 11 ans en tant que journaliste. Donc je me demande, j'ai posé la question à Gérard Larcher il y a quelques temps quand il a présenté sa 50 propositions, est-ce que vous y croyez encore vraiment? Est-ce que... Non mais... On pourrait se poser la question quand même, parce que je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire, que c'est un processus, comme dirait Pierre-René Lemas, que j'ai relu ce matin dans son merveilleux livre « Des princes et des gens, ce que gouverner veut dire ». Mais voilà, je m'interroge, est-ce que vous y croyez vraiment encore, vu la technostructure qui entoure tout président de la République? Non mais Carole va le dire, mais comme le dit François, si on n'y croyait pas, on ne serait pas là. Et premièrement. Deuxièmement, moi, je crois que nécessité va faire loi. Voilà. Je pense que nécessité fera loi, et grande loi de décentralisation. On le pense sincèrement, c'est-à-dire que nous pensons que s'il n'y a pas aujourd'hui, si on ne change pas le paradigme, si on ne remet pas de la subsidiarité dans la capacité de décision, nous allons vraiment dans le mur. Cette impuissance publique va nous amener à un délitement civique et à une explosion démocratique. Voilà. Oui, nous y croyons parce que, tout d'abord, ces dernières années nous ont en fait donné raison. Parce que lors de la crise sanitaire, quand les départements et les régions ont acheté des masques, nous n'avons plus la clause de compétence générale. Nous l'avons fait, on peut se le dire, en toute illégalité. Mais pourquoi nos mandats de paiement, voilà, tous nos actes ont été validés et par les finances publiques et par le contrôle de l'égalité? C'est parce qu'il y avait un intérêt public qui était majeur. Je veux dire, nous avons acheté des millions de masques, même si c'est des centaines de millions de masques à l'échelle de nos communes, de nos départements et de nos régions. Et les communes avaient encore la clause de compétence générale. Mais nous ne l'avions plus, les départements et les régions. Mais nous l'avons fait et c'était absolument indispensable. Moi, je me rappelle très bien de faire livrer des masques dans des très grands hôpitaux. Parce qu'il y avait des chirurgiens qui n'en avaient pas. Hein, des infirmiers et des infirmières n'en avaient pas. C'est cela la réalité. Et puis, pourquoi nous y croyons? C'est parce que dans les batailles que nous menons, au titre de nos associations, nous avons pu faire évoluer. Alors bien sûr, hein, la loi Trades, elle ne correspond pas à ce que nous avions voulu exactement. Mais pour autant, il y a des avancées. Et puis de façon très concrète, dans le quotidien de nos concitoyens, mais également pour les réformes absolument indispensables. Sur, par exemple, les questions énergétiques. C'est parce que nous nous sommes battus,
pour, par exemple, augmenter la part des énergies renouvelables, et en particulier dans la PPE qui était sur l'éolien flottant. Nous nous sommes battus tous ensemble. L'appel de Narbonne, c'est des maires, des présidents de département et voilà, des présidents de région, hein, puisque là, on était l'arc méditerranéen à Renaud Muselier, on s'était associés. Nous avons demandé d'augmenter la puissance sur la question des énergies renouvelables liées à l'éolien flottant. Un autre sujet d'Occitanie, je me permets de vous rappeler qu'il y a de ça maintenant bientôt 5 ans, on nous a expliqué que les TGV, c'était fini. Donc c'était la région la plus impactée, parce que 60% de la population française qui est à plus de 4 heures de Paris par train est en Occitanie. Donc moi j'avais mes 2 LGV qui étaient arrêtés, c'est-à-dire on condamnait la région Occitanie par la décision du président de la République à un enclavement qui était mortifère. Nous nous sommes battus tous ensemble. L'ensemble des maires, droite-gauche, voilà. Et en particulier le maire de Toulouse avec qui on a mené le combat. L'ensemble des acteurs publics et privés, l'ensemble des chefs d'entreprise, des sportifs, des batailles culturelles, et nous avons eu gain de cause. Voilà, donc voilà pourquoi nous y croyons. Parce que sur des enjeux de transition énergétique, nous avons obtenu des résultats très concrets sur la question des mobilités, sur la question du lien. Parce que c'est bien ça. La question du lien, on relie les gens par les transports collectifs. Et puis je rappelle aussi que la question des mobilités, elle est fondamentale pour la compétitivité économique et pour la croissance. Voilà. Et bien là aussi, nous nous sommes battus. Et sur la ligne, tu le dévoileras mieux que moi, mais Marseille-Nice sur les LGV aussi. Voilà. Donc nous y croyons parce que nous avons des avancées concrètes. Mais ce que nous dénonçons, c'est le temps que nous perdons et l'énergie que nous mobilisons. Sur la question des LGV, on a perdu 4 ans. 4 ans. Sur la question de la puissance des énergies renouvelables, il a fallu faire des courriers, des études complémentaires, ainsi de suite, voilà, pour pouvoir convaincre, bon, à l'époque, c'est le Premier ministre était Édouard Philippe, de la nécessité de remonter les seuils. Donc vous voyez l'énergie, le temps perdu, la dépense publique perdue, parce qu'il fallait que ce soit les collectivités locales qui financent des études, alors que clairement, hein, il y avait la matière, mais il y avait des positionnements idéologiques qui étaient désastreux. Voilà. Donc c'est cela la réalité. Et on y croit parce que la réalité, elle nous donne raison. Xavier Brivet, maire de France. Selon vous, quelles doivent être les priorités de la prochaine majorité dans les 100 premiers jours pour relever tous les défis que vous soulevez? On ne répondra pas à cette question, mais bien tenté. Pour une raison mais toute simple, c'est-à-dire qu'on va rappeler, nous, nos principes, nous poserons la question aux candidats, mais définir aujourd'hui les priorités que l'on entendrait ferait que l'on rattacherait notre démarche forcément à un ou une candidate. Et si vous me permettez une deuxième question, selon vous, est-ce que 40 ans après les lois de décentralisation, le début du prochain quinquennat doit être marqué par une nouvelle loi sur les libertés locales, une nouvelle loi en matière financière et de nouveaux textes en matière réglementaire? Est-ce qu'il y a une traduction dans votre esprit législative et réglementaire? Je crois pouvoir dire oui. Oui, notre nom commun. Sans problème. Obligatoirement. Obligatoirement. Ça doit être un des grands signaux de début du prochain quinquennat, quelle que soit la présidente ou le président. Oui, sur les questions d'autonomie fiscale, sur les questions de subsidiarité ascendante, sur les questions de pouvoir réglementaire, sur les questions de différenciation, d'adaptation, d'expérimentation, c'est absolument indispensable. Et ça figure clairement dans notre manifeste, je ne sais pas comment il faut dire, qu'on va vous distribuer, si ce n'est déjà fait. Oui. Bonjour, je suis ici. Ah, pardon. Bernard Gors, La Croix. C'est pas facile d'intéresser les citoyens aux questions institutionnelles. C'est pas facile non plus pour les journalistes d'intéresser leurs lecteurs aux questions institutionnelles. Le mieux, c'est d'être concret. Et si on voudrait prendre des exemples concrets, vous parlez d'une clarification sur la question des compétences. Est-ce qu'il y a dans vos attentes des domaines de compétences
aujourd'hui dans l'organisation, dans la répartition sur lequel vous attendez les candidats. Et prenons un exemple qui a beaucoup fait parler l'actualité, c'est les EHPAD. Ces derniers temps, il a beaucoup été question des EHPAD, du double financement ARS département. Est-ce qu'il faut transférer l'intégralité de la tutelle aux ARS, par exemple, puisque ça fait partie du débat concret qui peut intéresser nos citoyens? Juste un mot là-dessus. Bon. L'enjeu, vous savez, quand on dit les Français ne s'intéressent pas aux institutions, je crois que c'est une fausse présentation des choses. Ce qui les intéresse, c'est de savoir, de répondre aux questions qu'ils nous posent au quotidien. Et aujourd'hui, on a le sentiment d'être empêché d'agir sur des domaines de compétences qui pourtant sont décentralisés. Ça, c'est déjà le premier sujet. Alors après, on cherche des responsables, des coupables, vous l'avez vu, c'était la petite enfance hier, maintenant c'est les EHPAD. En fait, on a un problème de société. On a un problème de recrutement de personnes, on a un problème de responsabilité familiale, on a un problème de respect de nos aînés, on a un problème. Il faut que la société française se saisisse de ces sujets. On les a dans nos familles au quotidien, on les vit au quotidien. Mais la réponse institutionnelle n'est pas à la hauteur de la question qui est posée par nos compatriotes. Donc il y a des impacts médiatiques, mais on connaît la situation des EHPAD. Moi, aujourd'hui, je dis simplement que je revendique la responsabilité des EHPAD, puisque c'est une partie très large de notre compétence. Je revendique la responsabilité de protection de l'enfance. Mais il faut que l'État assume pleinement sa mission. Dès lors qu'on revendique cette mission, il faut aussi que la solidarité nationale joue. Parce que quand on revendique une responsabilité et que l'État nous dit, ou le gouvernement, vous la revendiquez, vous l'assumez entièrement, et où la solidarité nationale. Donc il faut qu'on ait un débat national sur l'exercice de ces défis qui sont devant nous, défis du grand âge, défis de la santé mentale, défis de notre jeunesse. Je vous ai parlé beaucoup de la violence qui traverse nos sociétés, de jeunes de plus en plus jeunes qui viennent de plus en plus violents. Venez avec moi un jour, mais vraiment travailler au fond sur ces sujets. Vous verrez la solitude d'un président de département lorsqu'il est confronté à des problèmes de psychiatrie lourde, pour lesquels la réponse sanitaire n'est pas à la hauteur. J'ai même connu un CHU, écoutez-moi bien, mesdames, messieurs les journalistes, j'ai connu un CHU qui s'est mis en déport, le service pédiatrie s'est mis en déport pour des faits de violence. Qu'est-ce qu'on a fait des enfants et des jeunes qui étaient en situation de psychiatrie lourde, d'urgence? Qu'est-ce qu'on en a fait? C'est le préfet qui les a pris chez lui? Où ils étaient ces enfants? Quand la nuit, vous avez des jeunes qui cassent tout, qui s'en occupent. Donc il y a un problème de responsabilité. Et quand on demande la responsabilité, évidemment, il faut qu'on ait une liberté territoriale. Quand j'entendais le président de la République dire, je vous l'ai dit tout à l'heure, il ne peut pas y avoir 102 politiques sociales, il ne peut pas y avoir 102 réponses, bien sûr, mais il faut avoir une adaptation territoriale. Est-ce qu'on croit qu'aujourd'hui, en recentralisant, on va répondre à tous les problèmes et aux défis de société que nous avons? De suivi familial, de suivi de nos jeunes, de dépendance. Enfin, franchement, je ne comprends même pas comment on ne dénonce pas tous collectivement cette espèce de courant qui viserait à considérer que l'État peut tout. Mais la démonstration même en situation de crise a prouvé l'inverse. C'est que l'État ne peut pas tout. Et que cette France qu'on doit reconstruire dans la confiance qu'on a dans l'action publique, je parle de reconstruction française. Je pèse mes mots, de reconstruction française. Si on veut renouer avec la confiance dans nos compatriotes, il faut qu'on soit tous autour de la table. On n'est pas contre l'État. Mais moi, j'en ai marre de ces injonctions permanentes où on vient nous donner des leçons tous les 4 matins. C'est le grand retour des préfets. Moi, j'aime beaucoup les préfets. Moi, je les aime beaucoup. J'ai été ministre de la fonction publique, je les connais bien. Mais enfin, franchement, est-ce qu'on va nous mettre tous sous tutelle pour considérer qu'on agira mieux pour la France? Qui peut le penser raisonnablement aujourd'hui? Mais personne. Regardez d'ailleurs, les Français n'y comprennent plus rien dans les compétences, hein, d'ailleurs. Mais regardez le capital sympathie qui subsiste, c'est quoi? D'abord nos maires, même si ça s'est érodé au plan électoral, il faut quand même bien le constater. Les départements, on a un capital sympathie, nos conseillers départementaux de France, ils ont un capital sympathie, moi on me connaît dans mon canton. Je ne sais pas si on vous connaît vous, mais moi on me connaît. On connaît nos présidents de région parce qu'ils ils travaillent beaucoup. On pourrait travailler mieux des fois que les départements. Enfin bon, bref, avec Carole, ça se passe très bien. Bon, mais il faut qu'on clarifie tout ça. La question, c'est comment mieux agir
pour les Français. La question centrale qui est posée. Donc il y aura deux types de réponses. Il y a ceux qui pensent que l'État peut tout et que l'État, en décidant tout, ça fonctionnera mieux. Et il y a ceux qui sommes ici, qui disons, mais c'est une vision complètement déconnectée des réalités territoriales. Déconnectée. Et donc il faut reconstituer ce pacte républicain en mettant le français au cœur de nos politiques. Comment agir mieux pour les Français? Ça doit être l'obsession républicaine. Et que chaque échelon assume pleinement sa mission. Je suis un responsable public. J'en ai assez de voir un État qui me considère comme un irresponsable ou qui vient pointer du doigt alors que lui-même s'exonère de ses propres responsabilités régaliennes. Moi, je ne lui demande pas de faire à ma place. Ben, songez que... Enfin, moi, je gère des routes. Chaque fois qu'il y a un mort, évidemment, on regarde la situation de la route, etc. Un accident. Chaque tué est un tué de trop. Mais quand on est venu depuis Paris me dire comment il fallait que ça circule sur nos routes, enfin, franchement, Édouard Philippe, franchement, moi, je l'ai invité à venir voir dans mon département comment on fait. On a même de la vitesse à 30 km/h sur nos routes. Moi, j'ai des routes départementales sur des portions où on roule à 30 km/h. Voilà. On assume la responsabilité. Mais il faut arrêter cette vision d'un État qui considère que, hors lui, il n'y a pas de destin pour le peuple. C'est une négation même de la République décentralisée. Pourquoi on y croit? Vous disiez tout à l'heure, pourquoi on y croit? Vous savez pourquoi on y croit? Parce qu'on nous reconnaît, on nous attend, on nous espère. Vous m'entendez bien? On nous espère. Et nous répondons présent. Et nous répondons présent. Mais je reprends en deux mots pour simplement compléter ce que vient de dire François Sauvadet. Prenez la compétence santé. Aucune de nos collectivités n'a la compétence santé. Médico-social, mais la compétence santé, aucune de nos collectivités n'a la compétence santé. Depuis 2 ans, nous portons à bout de bras, sur le terrain, les actions liées à la santé. Nous avons fait, il y a 18 mois, ensemble, Territoires Unis, des propositions pour la politique de la santé. Nous n'avons toujours eu aucune réponse sur les propositions que nous avons faites, qui sont complètes, argumentées, solides. Nous n'avons eu aucune réponse depuis 18 mois sur les propositions qui ont été faites au nom des régions, des départements et des communes. Voilà la réalité. Voilà la réalité. Et nous avons tous le sentiment, et c'est pour ça que nous nous battons, nous ne nous contenterons pas d'être présents, nous nous battons au quotidien pour dire que la proximité est la seule valeur qui permettra de redonner à la démocratie de la vigueur. Et que cette proximité, nous sommes les seuls à pouvoir l'incarner. Chacun dans nos compétences, chacun à notre manière, et chacun selon nos territoires. Donc oui, c'est un combat fondamental, pas pour nous, pas pour nos collectivités, pour la France. Parce que tous les événements de ces 4-5 dernières années ont démontré que sans les collectivités territoriales, la France était faible, et son État en particulier. Voilà, donc voilà quelques exemples. Et vous avez vu que Région de France, Département de France, Maire de France et le président du Sénat, que vous évoquiez tout à l'heure, partagent la même approche. Donc il ne reste plus que l'Assemblée et l'exécutif à convaincre. C'est l'enjeu de notre démarche. Olivier de Brabois, le journal des départements. Je voulais savoir si vous avez une réflexion en ce qui concerne une réorganisation territoriale. Est-ce qu'il faut un Big Bang ou est-ce qu'il faut rester tel quel? Est-ce que je peux en profiter pour poser ma question aussi? Je vous en prie. Exactement 3, comme ça vous pourrez faire un melting pot de réponses. La première question, vous avez parlé de fraternité, notamment avec le peuple ukrainien, et le président Zelensky hier on a appelé à ça, d'ailleurs en disant en terminant son discours en disant que la vie devait vaincre la mort et la lumière l'emporter sur les ténèbres. Voilà, en matière d'accueil sur les réfugiés, Gérald Darmanin a publié un courrier demandant aux élus de recenser les capacités d'accueil et d'hébergement de ce point de vue. Là, je voulais savoir si vous aviez déjà des premiers retours des associations ou pas. C'est vraiment...
Alors, je vais vous répondre tout de suite là-dessus. On n'a pas attendu. Voilà. C'est exactement ce que j'allais dire, puisque dès vendredi, on a commencé à travailler dans nos communes. Je sais que les départements ont fait de même, les régions certainement. Et donc, nous informons les préfets de ce que nous faisons et nous sommes ravis de voir que cette démarche est validée par ce courrier. Très bien. Et vous n'avez pas de chiffre éventuel de capacité d'accueil Non, pas encore. C'est trop tôt. Le temps est court. D'accord, très bien. Je vais pas vous dire, j'en ai 6 à Issoudun parce que nous, on l'a lancé tout de suite. Bon, ça n'a pas de sens, honnêtement. Aujourd'hui, on est en plein mouvement. Nous, ça en a plus, hein, parce que moi, je connais les vrais chiffres pour Issoudun, c'est pas si. Oui, oui, non, mais bon, peu importe. Non, mais je dis un chiffre comme ça pour illustrer mon propos, mais heureusement, il y en a plus que ça, je vous rassure. Mais non, on a lancé l'opération sur le terrain. L'AMF l'a lancé. Dans la foulée, beaucoup d'entre nous sur le terrain l'ont lancé. Et nous sommes, nous, en lien aussi avec la sécurité civile, de façon à avoir des infrastructures et des moyens de transport, parce que nos communes n'ont pas forcément la capacité d'assurer la logistique. Donc, nous sommes dans le mouvement, et je répète, ça a démarré dès que la crise elle-même a démarré. Dès le jeudi, et la publication a eu lieu le vendredi, l'AMF a produit un appel aux communes à recenser les capacités d'hébergement pour accueillir les réfugiés ukrainiens. Et alors, la deuxième question, je vais faire très rapide. Il y a 2 questions en même temps. La première, c'est la question des relations financières État-collectivité à venir. On sait que l'État a envoyé à la Commission européenne, en gros, le PESTAB, ce qui s'appelle le PESTAB, dans lequel on dit qu'il va falloir réduire les dépenses de fonctionnement à 0,7 points par an, avec Olivier Dussopt qui avait en avril dernier dit qu'il était favorable au retour des contrats de Cahors élargis au budget annexe avec ce même rythme d'évolution des dépenses de fonctionnement. Quelle est votre position éventuelle là-dessus? Et juste, je dis rapidement, vous dites qu'il faudrait un pouvoir réglementaire pour les collectivités. Est-ce que ça veut dire que vous êtes pour le basculement vers un État fédéral finalement, dans la mesure où on est dans un État décentralisé, auquel cas, quid quand même de la question de la solidarité territoriale et de la péréquation? Alors, je vais vous répondre. Vos questions sont très larges. Je vais essayer de ne pas être trop long et ça sera une première réponse à votre question. Mais d'abord, moi, je n'ai pas entendu Olivier Dussopt dire ça, mais si vraiment il l'a dit, c'est une énormité, voilà, et on va réagir. Les relations entre l'État et les collectivités territoriales ne sont pas que tributaires des relations entre l'État et l'Union européenne. Elles sont tributaires d'une réalité extrêmement simple, c'est par la nationalisation des impôts, notamment la taxe d'habitation, et par l'effet de Bonneto qui a été consécutif avec le transfert du foncier bâti vers les collectivités au détriment du département notamment, nous sommes devenus tributaires dans nos financements de façon substantielle d'un État qui, contrairement à nous, emprunte pour son fonctionnement et est surendetté. Et que cette situation-là, avec l'augmentation des taux d'intérêt, qui sera l'étape suivante de l'inflation, est explosive, et que donc nous voulons un pacte financier clair et net maintenant pour ne pas nous faire gruger les 5 prochaines années. C'est aussi simple que cela. Et donc on dit qu'on ne pourra pas se contenter de rafistolage et d'engagement. Il nous faut, parce que c'est notre devoir, même si c'est compliqué au sein de nos associations, c'est très compliqué au sein du bloc communal, mais il faut revoir maintenant la question, une fois pour toutes, de la fiscalité locale. Le pouvoir réglementaire, il existe déjà dans une petite mesure au sein des collectivités territoriales. Et heureusement, le pouvoir réglementaire local ne vaut pas fédéralisme. Ça n'a rien à voir. Mais strictement rien à voir, parce que c'est quelque chose qu'on entend de temps en temps, ça n'a strictement rien à voir. On peut rester sur... Et moi, je suis attaché à l'État régalien et au modèle français. Et le modèle français doit se fonder sur des collectivités territoriales dynamiques qui ne légifèrent pas, mais qui réglementent. C'est-à-dire qui appliquent au plus près des réalités les grandes dispositions nationales. L'État fédéral, c'est lorsque le pouvoir local légifère. Nous voulons un État qui légifère moins. D'ailleurs, c'est très symptomatique, un État et un Parlement, enfin, un pouvoir exécutif et législatif qui légifère moins, qui rappelle les grandes dispositions d'ordre public. C'est ça la vocation de l'État. Dans tous les domaines, hein, l'ordre public, c'est une notion large, c'est pas que la sécurité, hein, c'est au sens juridique du terme. Hein. Donc, environnemental, enfin, tout ce qui fait les grandes politiques nationales, y compris de solidarité d'ailleurs, tu as raison de le rappeler tout à l'heure, en subsidiarité, hein, en solidarité, donc en subsidiarité, mais le pouvoir réglementaire transféré vers les collectivités territoriales, c'est beaucoup plus d'efficacité, beaucoup plus de rapidité pour respecter les dispositions nationales d'un État qui n'est pas fédéral. Voilà ce que je voulais dire en première réponse.
Et on répondra à votre... Non, mais c'est, bien sûr, je voulais juste compléter, je l'ai dit dans mon propos introductif, nous sommes pour la République une indivisible, donc nous ne sommes pas pour une République fédérale, mais nous sommes pour une nouvelle ère de décentralisation, parce que ce qui a été mis en place dans les années 80 correspondait à cette période-là. Mais en 40 ans, on a changé de siècle. Et donc, il faut être conscient qu'il y a une évolution institutionnelle et une évolution de l'attente sociétale qui a été beaucoup plus rapide que sur les 40 années qui ont précédé les lois de décentralisation. Donc là, il faut qu'on sache s'adapter. Les institutions, elles doivent être connectées à l'aspiration citoyenne. Et concernant les contrats de Cahors, il faut être clair. Enfin, moi, j'ai refusé de le signer. Voilà. Et ça, je peux vous assurer que c'est inadmissible. Voilà. Donc, on n'a pas à être sous tutelle. Mais c'est quoi ces histoires d'augmenter ou pas de 0,7% les dépenses de fonctionnement? Mais c'est n'importe quoi. On est chacun et chacune en responsabilité, en tant que présidente ou maire, de décider une année de faire 3% d'augmentation, l'année suivante de faire -1. Enfin, cela ne veut rien dire. Et puis surtout, nous, on est jugé sur pièce. On est jugé sur pièce quand on se représente aux élections. Et en plus, dans tous les cas, on ne met pas en danger la collectivité, puisque nous avons la règle d'or, nous ne pouvons pas emprunter pour financer justement notre dette. Ça, il faut bien excédentaires, tous. Donc, et cette question, voilà, de vouloir arriver. Mais vous vous rendez compte à quel niveau de dysfonctionnement on est arrivé dans cet État français? Enfin, ou un niveau de dysfonctionnement, c'est-à-dire on légifère sur des histoires d'ascenseurs, parce que quand même c'est ça, hein, l'ancienne députée que je suis s'en rappelle, si j'avais décidé que je ne me représenterais pas un mandat de député, quelle que soit l'issue des élections régionales en 2015, eh bien c'était pour cela, parce que je trouvais qu'on est dans un Parlement qui s'occupe de détails et qui veut arriver sur de la tutelle. Mais enfin, c'est pas ça. Je veux dire, un État, il doit fixer les grandes stratégies en matière d'ordre public, de relations internationales, en matière monétaire, parce que je partage tout à fait le risque que nous allons avoir sur l'inflation qui augmente et les taux d'intérêt qui vont augmenter. Et là, pour le coup, on va avoir à se poser des questions sur la faillite ou pas de l'État. Et puis, c'est également sur les grands défis climatiques, énergétiques, en termes également de formation. Ce sujet, voilà, qu'est-ce que doit faire le futur ou la future présidente de la République? Il faut être clair, on a un enjeu sur l'éducation, sur la formation, qui irrigue l'ensemble des problématiques sur lesquelles on est confronté, sur la question des difficultés de recrutement de nos entreprises, sur la question de la transition énergétique et climatique, sur la question aussi que le peuple ait espoir dans un avenir. Aujourd'hui, comment ça se fait qu'il y a 70% de Français qui pensent que leurs enfants vont avoir un avenir moins bon que le leur? Mais quand un peuple n'espère plus, c'est une république qui se désagrège. C'est cela. Et c'est pour ça que je partage vraiment ce qu'a indiqué et François et André sur le risque, si on continue sur la même trajectoire que sur les 5 dernières années, on a un risque d'éclatement social. Et je ne suis pas un oiseau de mauvais augure. Nombreux sont ici qui connaissent mon volontarisme et mon optimisme à tout crin. Voilà. Mais il faut à un moment avoir le courage de sentir la réalité de l'angoisse et de la capacité de désagrégement de notre socle républicain. Et donc nous avons un devoir, c'est dans une situation géopolitique lourde, de sortir de l'hystérisation de l'actualité, de l'instrumentalisation parfois théâtrale de l'actualité pour remettre les termes du débat et parler de l'avenir de notre démocratie et de notre système en France. Sur votre question, on peut avoir des considérations personnelles, mais en tant que président d'associations représentatives de strates de collectivités, nous raisonnons dans nos réflexions dans le cadre de l'organisation de ces strates. Voilà. C'est pas à nous, AMF ou Région de France ou Département de France, de dire il faut supprimer telle strate. C'est le rôle des partis politiques, de nos engagements personnels. Mais évidemment, vous voyez ce que je veux dire. Et en revanche, on rappelle le principe de subsidiarité
et donc que la subsidiarité commence aussi, non seulement dans notre relation vis-à-vis de l'État, mais dans notre relation inter-collectivité territoriale. Logique. Bonjour, Hugo Soutra du Courrier des maires. Vous semblez assez critique de la qualité du débat politico-médiatique. Est-ce que vous avez commencé à cranter vos propositions auprès des différentes équipes de campagne ou est-ce que vous pensez obtenir toutes les réponses à vos différentes thématiques et propositions le 15 mars ? Alors, on n'est pas critique vis-à-vis des candidats potentiels ou réels, hein. On est conscient qu'aujourd'hui, par les phénomènes que vous connaissez tous, c'est-à-dire les réseaux sociaux et l'algorithmie qui fait que ça polarise tout autour de quelques thèmes, et notamment de charge émotionnelle d'actualité, et du fonctionnement de l'actualité, il y a des professionnels ici, le débat pourtant fondamental sur l'avenir du pays, sur la politique économique, sur la politique sociale, sur l'instruction publique, sur la culture, sur la finance, sur l'organisation des pouvoirs publics, ne prospère pas. Je pense qu'on peut partager ce constat, malheureusement. Et donc, on essaie, nous, comme vous le dites, de cranter. On a cranté par nos prises de position successives, à la fois par chacune de nos associations et parfois par Territoires Unis, par une tribune qu'on a publiée hier. Et une fois qu'on aura la liste, je pense que le président Macron annoncera ce soir ou demain sa candidature, évidemment, on va travailler avec les équipes des candidats pour qu'ils nous fassent remonter de façon plus précise leurs propositions en matière de liberté locale et d'organisation des pouvoirs publics, et nous leur faire part du socle commun Territoires Unis, et ensuite de chacune des contributions très détaillées que Département de France a fait, puisque je les ai lues, et elles sont très détaillées, que Région de France a fait aussi, et que l'AMF est en train de finaliser. Comme disait le camarade Thorez, il faut savoir lever une grève. Depuis que j'ai entendu Carole Delga qui parlait de la faillite de l'État, qui était filloniste, donc je peux être thorésien. Jusque-là, tout allait bien. Donc je vous remercie de votre attention et je vous dis à très bientôt et au 15. Merci.